En 2015, eh bien, je vais faire campagne pour le président Ouattara. Ouais. Non, non, j'assume. Je vais faire campagne pour le président Alassane Ouattara. Bonne raison. Mais c'est simple, hein. Ça dit que voilà monsieur qu'on nous a présenté comme le diable en personne. Et ça fait 5 ans qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire et le ciel n'est pas tombé sur notre tête quand même. Et ce qui n'est pas tombé sur notre tête, c'est qu'on voit le pont et sur lequel moi je circule pour aller chez moi à la maison. Ok, on fait quoi? On fait la bouffe ivoirienne. Voilà, tous les mets ivoiriens. D'accord, donc vous proposez uniquement que de la bouffe ivoirienne? Bien sûr, rien que ivoirien. En Côte d'Ivoire, on mange quoi? Du foufou, du foutou, de la tchékelle rouge, du garba, du placali, gombo, poisson broché, crabe, tout ça. On vend ça au Kikis ici. Je travaille sur les questions de développement durable, des pratiques ancestrales au Gabon. Et donc, je suis en psychologie environnementale à l'université de Nanterre. Et je prépare ma soutenance et dans quelques mois, voilà. Vous faites quoi? Je fais un doctorat en psychologie environnementale. Et la soutenance est pour dans quelques mois. On sera là pour Objectif Direct. Spectateurs, amis du web qui nous suivent sur tous les réseaux, télévision, chaînes partenaires, ils vont nous prendre en marche. D'un moment à l'autre, merci de nous suivre. Vous êtes dans la saison 2015 d'Objectif Direct. Émission qui parle de l'Afrique qui gagne, qui parle de l'Afrique avec ceux qui font l'Afrique, qui parle donc de l'Afrique avec ceux qui feront l'Afrique de demain. Pour ce numéro de 2015 spécial, donc car nous sommes en plein match Côte d'Ivoire, Cameroun et Guinée-Mali, nous avons sur le plateau d'Objectif Direct un monument des médias ivoiriens, Barthélémy Nabo Zouzoua, producteur de télévision, animateur émérite, un visage qui n'est plus à présenter pour les Ivoiriens et une bonne partie des Africains. Il nous a fait l'honneur d'être là pour nous, c'est un coup de pouce énorme. On va dire bonsoir papa. Bonsoir. Voilà, on va dire bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Oui, non, bien sûr. Voilà, merci d'être venu sur le plateau d'Objectif Direct. On est heureux de vous recevoir. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, juste en 1 minute. Un résumé, je vais dire un peu rapide de cet amour de la télé, mais surtout de ce démarrage de ce métier de journaliste qui a abouti à celui de l'animation et de la production. Ben, merci beaucoup. Je pense que j'ai démarré en 1977 quand je suis rentré au studio de la RTI, tout jeune, j'avais 17 ans. Et puis après le studio de la RTI, je suis sorti, j'ai commencé à bosser comme assistant de production. Et je suis allé faire mes études de journalisme spécialiste de production à l'université de Bordeaux 3 en 1982 jusqu'en 1985 avec des promotionnaires d'école que certainement vous écoutez encore sur les grandes chaînes françaises comme Thierry Curté sur France 2, Laurent Girauduneau, qui sont des copains des classes avec Pascal et moi. Et puis en plus, moi j'ai pas voulu rester ici, sinon j'avais eu un poste quand je suis sorti en 84 à Sud Radio à Toulouse, et comme correspondant spécialiste de l'Afrique, et moi j'ai décidé de rentrer, et je suis rentré à Abidjan donc en 84, où j'ai commencé à bosser à la première chaîne de télé, d'abord comme producteur d'émissions et présentateur ensuite, et puis plus tard je suis allé faire un DECS à l'ISTC à Abidjan, Institut supérieur des sciences et techniques de la communication, spécialiste de journalisme audiovisuel. Et puis bon voilà, j'ai continué ma petite carrière avec des super productions reprises dans beaucoup de pays en ce moment, comme Variétoscope qui est un concours culturel de danse que beaucoup de télévisions ont récupéré. Et puis ensuite, maintenant je fais une pause en attendant d'avoir d'autres propositions puisque je suis parti de la RTI. Enfin, on m'a fait partie de la RTI, c'est ce qui est plus juste. D'accord, on reviendra dessus tout à l'heure, un parcours assez lourd, Nada. Nada est donc gabonaise, elle fait du slam, mais elle est aussi étudiante et elle va servir d'intermédiaire peut-être ce soir entre 2 générations, puisqu'il y a la mienne aussi qui est entre Barthélémy et elle. Nada, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Et toi? Je tiens le coup. Le slam, c'est quoi exactement? Le slam, c'est de la poésie urbaine. C'est dire sur une scène ce qu'on pense, ce qu'on ressent et partager avec le public. Voilà. Nous ne connaissons pas le slam. Quand on dit slam, vous avez expliqué, c'est intéressant. On fait quoi? Donnez-nous un petit slam quand même.
Imagine. Imagine un monde au même paysage. Partout le même rivage. Imagine des personnes au même visage. Imagine-les. Même taille, même âge. Imagine-les portant le même nom. Pourtant de différents horizons, mais ayant le même prénom. Et même le même surnom. Ces gens et vous, vous nommons tous Jean. Et dans cette foule, tu cherches ton ami Jean, qui comme toi, ressemble à tous ces gens qui font tout au même moment. Tu l'aperçois et l'interpelles. Jean! Et là devant, tu as tous ces gens qui se retournent et te répondent en même temps, de la même voix. Tiens, alors tu vois. Hein? Bah, c'est ça le slam. Bah ouais, c'est de la poésie. Nous sommes au Kiki, c'est un restaurant au 9 de la rue Dampierre, dans le 19e de Paris. C'est ce beau cadre qui nous reçoit. Vous pouvez applaudir le slam quand même de Nada, non, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Monsieur Barthélemy Inabozozoa, producteur émérite, vous avez dit que vous êtes parti de la RTI. C'est pas peut-être le but de notre émission aujourd'hui, hein, mais on vous a fait partie de la RTI. Vous, un monument. Comment vous avez ressenti ce départ un peu, quand même, juste en quelques... Bon, en fait, je ne voulais pas revenir dessus maintenant sur mon départ, pour la simple raison que quand on vous humilie et que le premier de l'État vous dit on s'est trompé, je pense qu'il ne faut plus revenir dessus, quoi. Donc le chef de l'État ivoirien a... Oui, non, quand il m'a à l'occasion de la soirée de servir de Madame Bédier, la dernière fois que j'ai fini mon témoignage sur ma maladie après, et le chef d'État, quand je suis allé le saluer, m'a dit on vous a fait tout ça, mais on va réparer. Donc pour moi, c'est une excuse, et que je ne souhaite pas tellement revenir, parce qu'en fait, c'est pas lui le responsable. Ce sont des gens qui ont cru qu'ils rendaient service au président de la République en nous jetant dehors. Et je me suis rendu compte qu'en fait, eux-mêmes, ils ont réglé leurs propres comptes, pas au nom du chef de l'État. D'accord. Ok, ça c'est les parties. Je peux expliquer pourquoi je suis parti. Je ne savais pas, je suis revenu de maladie et on a affiché une liste à la télé pour me dire cela doit partir. Et quand j'ai demandé pourquoi je partais, on m'a dit vous êtes malade, alors que j'avais un certificat de reprise de service donné par l'hôpital Foch à Paris. Donc, j'ai conclu que c'était un règlement de compte et bon. Et puis bon, maintenant que ça c'est sur le point de s'arranger, je ne veux pas revenir dessus, quoi. Voilà. Oui, mais il faut qu'on explique un peu aux téléspectateurs votre maladie, parce que c'est une maladie qui n'est pas courante. Quand vous dites que vous êtes malade, peut-être que d'autres camps penseront un petit palu. Ah non, c'est une grosse maladie. J'ai eu une insuffisance rénale et j'ai été greffé à l'hôpital Foch. Mon jeune frère m'a donné un rein et je vis avec le rein de mon frère aussi. Voilà. Wow. D'accord, on reviendra dessus tout à l'heure. Juste avant de donner le micro, je veux dire, moi par exemple qui suis au micro avec vous, je suis un pur produit de Variétoscope. C'était la génération vraiment folie. On avait des vacances formidables en Côte d'Ivoire, Variétoscope, Podium et autres. C'était une ambiance. Comment est-ce qu'on préparait une émission de Variétoscope? C'était quoi cette ambiance au sein de vos différents groupes comme le NGD et autres? Dites-nous un peu. Qu'est-ce qui a motivé tous ces patrons de la télé, ces grands hommes de télé à donner une aussi grosse production à la Côte d'Ivoire, production qui, au-delà de la danse, a fait pas mal de choses quand même pour les jeunes Ivoiriens. En fait, moi je faisais partie d'une équipe qui a été vraiment super formidable, quoi. Pendant 27 ans, on est resté soudés. Et avec Serge Fato qui travaille sur Télé Sud en ce moment, qui était mon adjoint. Pendant 25 ans, on a parcouru la Côte d'Ivoire, on a apporté la joie dans les foyers. Et aujourd'hui, quand je rencontre certaines personnes qui ont grandi avec nous, et je suis heureux quand ils me disent vous avez meublé ma jeunesse, quoi. Et c'est pas des petites personnes, c'est des gens aujourd'hui qui occupent des postes stratégiques dans le pays. Et ça nous va droit au cœur. Bon, pour nous, c'était une émission de jeunes pour juste nous amuser. Mais c'était des compétitions et que il y a des gens qui voulaient arrêter très vite l'année scolaire et puis pour commencer la compétition avec nous. Et c'était 3 mois chaque année et cela pendant 27 ans.
Mais vous-même, on s'est retrouvé dans l'ouest là-bas. Et vous savez que c'est tout un village, toute une commune qui est derrière son groupe, qui participe à la compétition. Toute une région parfois. Oui, et parfois toute une région. Et nous-mêmes, des fois, ça dépasse des moments. Et nous-mêmes, par moments, on prend peur que, mais attends, comment toute une région peut être derrière pour juste une petite compétition? Mais c'est quand on voit que les gens gagnent et la compétition qu'ils nous invitent là-bas, c'est là on se rend compte des faits. Mais à la clé, il y avait quand même une école, parfois une ambulance. Ah oui, non, bien sûr, il y avait une école, il y avait de l'ambulance, mais les gens, j'avoue que les gens dépensent plus que le prix de l'ambulance, quoi. Mais en fait, ils dépensaient pour améliorer, pour regrouper des générations et pour permettre aux jeunes gens de rester dans les villes, pour ne pas venir à Abidjan, ça donnait à beaucoup de conneries, quoi. Et nous, on créait ces mouvements-là quand on arrivait dans les villes et on était très très heureux. Nous, on fait partie de ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire par cœur, parce qu'il n'y a pas une seule ville que nous n'avons pas parcourue en 27 ans, avec tous mes gars, et je trouve que nous-mêmes, ça nous apporte du bonheur, mais c'était au détriment de notre santé, ça c'est vrai, mais ça nous apportait beaucoup de bonheur. Et puis bon, dans l'insouciance de notre jeunesse aussi, nous avons aimé aussi cette période-là, quoi. Mais je ne suis pas trop sûr qu'aujourd'hui, si on me demande de refaire une émission pareille à la télé, de Côte d'Ivoire ou ailleurs, je ne peux pas, parce que Variétoscope, c'est vrai que je fais partie des concepteurs, mais il y a NG10, il y a 15 personnes derrière qui réfléchissent. Je vous dis, même pour choisir la chanson imposée au concours, des fois on peut passer 3 nuits et on ne s'entend pas. On écoute les musiques, on ne s'entend pas. Et puis bon, on dit, bon, ben, vers 1h du matin, j'ai dit, bon, on laisse tomber, on rejoue demain. Pour choisir une chanson, on peut mettre 3 jours. Mais quand on choisit, ça fait mouche, quoi. Voilà, c'était ça l'ambiance Variétoscope. On est en plein dans comment on va dire ça, dans la télé ivoirienne, hein, la vraie télé. Je voudrais profiter de ce micro, de cette émission, pour saluer tous les membres du Nipli System de Bloleke, qui était mon groupe à moi. Bonsoir à Linda Tsemoko et à Kouet Chantal. Ce sont ces deux dames qui ont encadré le groupe avec moi. On a fait une demi-finale explosive au Palais de la Culture. C'était vraiment des souvenirs aujourd'hui. Je me rappelle que on a réussi à mettre tous les politiciens ensemble, oui, grâce au Nipli System. Et ce jour-là, il n'y avait pas de FPI, il n'y avait pas de PDCI, il n'y avait pas de RDR. À Bloleke, pendant Bloleke, c'est bien sûr dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nada. Oui, mais je suis totalement impressionné, comme quoi la culture peut briser des barrières, la culture peut aider à réaliser des choses importantes, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour la solidarité, l'entraide, la cohésion sociale. Et donc, la culture et l'art a toute sa place. Et je suis vraiment ravi de rencontrer cette grande personnalité. D'accord. Merci Nada. Ce que je voulais dire juste avant, puisque nous sommes dans le match Côte d'Ivoire-Cameroun et Guinée-Mali, donc dans la deuxième partie de l'émission, on reviendra bien sûr. Le slam aujourd'hui, est-ce qu'il a sa place en Afrique? Bien sûr, le slam a sa place. Nous avons plein de festivals actuellement. Nous avons le Fish Niger, le Fish Mali, nous avons le Fist au Bénin. Nous avons très bientôt peut-être la Coupe d'Afrique de slam au Gabon. Et donc, oui, le slam a toute sa place et actuellement en plein essor. Ok, téléspectateurs, donc nous sommes en plein objectif direct et comme vous l'avez vu, nous sommes en direct du Kikis, situé à la rue, au 9 de la rue d'Ampierre, donc dans le 19e arrondissement. Nous sommes en pleine Cannes. Beaucoup de personnes sont dans cette salle. Fernand Dedé, journaliste émérite de la télévision ivoirienne. Zab Krasso, homme politique ivoirien aussi, est là. Nous aurons le temps de présenter leur vœu tout à l'heure parce que c'est la première émission de l'année 2015. Nous sommes sur le plateau avec Nada, slameuse gabonaise, et Batlemi Nabo. On vous retrouve tout à l'heure, mais on fera aussi un clin d'œil au Kikis et à ce qu'il propose véritablement comme on va dire attraction pour permettre aux gens de se retrouver à tout à l'heure sur le plateau d'Objectif Direct, donc pour cette émission de rentrée 2015 sous pont de Cannes, 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale, qui s'est proposée en pompier de toute l'Afrique pour récupérer donc la défection du Maroc. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en quart de finale au détriment du Cameroun. Vous avez vu que j'ai sorti mon maillot camerounais après celui des Ivoiriens, mais malheureusement
Un lion a dit au revoir aujourd'hui à la forêt. Non, je vais dire un lion, donc le roi de la forêt aujourd'hui s'est écrasé. On est sur le plateau avec Barthélemy Inabo Zouzoua, homme de médias ivoirien. Toujours présent pour épauler vraiment la génération montante. Nada nous a laissé le temps pour elle de revenir tout à l'heure pour boucler cette émission. Mais on est aussi avec Chinese. Attends, ton nom là même, j'arrive pas à bien prononcer. Kikis, là c'est Kikis. Kikis, donc c'est un peu celle qui constitue le carrefour actuellement de l'ambiance ivoirienne à Paris. C'est chez elle qu'on se retrouve à partir du jour de jeudi jusqu'à pratiquement tous les jours, non? Oui, tous les jours. Du lundi au lundi, 7 sur 7, de 11h à 1h30 du matin. Au Kikis, on fait quoi? On fait la bouffe ivoirienne. Voilà, tous les mets ivoiriens. D'accord, donc vous proposez uniquement que de la bouffe ivoirienne? Bien sûr, rien que ivoirienne. En Côte d'Ivoire, on mange quoi? Du foufou, du foutou, de la tchékelle rouge, du garba, du placali, gombo, poisson broché, crabe, tout ça, on vend ça au Kikis ici. Ah bon? Bon, d'accord, on n'est pas en pub parce que vous êtes invité dans notre émission, mais on peut avoir un peu la fourchette de prix? 10 €, tous les plats sont à 10 €. Et le Kikis est situé? Au 9 rue d'Empierre, Paris 19e, métro Corentin Carrou, la ligne 7, direction Courneuve. Le numéro de téléphone 01 71 28 85 44. Ok, tout a été dit. C'est le Kikis, ça a commencé depuis Abidjan quand même cette histoire. Oui, bien sûr, depuis Abidjan, ça fait 20 ans moins le Kikis existe, de boîte de nuit jusqu'à Paris, voilà. La boîte est toujours ouverte à Abidjan? À Zito, qui a été donné en gérance libre par M. Vanier qui a le Meurst. Voilà, vous allez à Zito vers la centrale, le Kiki c'est toujours là-bas, mais qui est appelé aujourd'hui à Zito Beach. Donc vous ne fatiguez plus, on travaille pour vous, on fait le versement. Ah bon? Enfin, je veux dire, vous dites que c'est en gérance, donc... Oui, c'est une location, donc c'est payé par mois en fait. Ah d'accord, ouais. Ok. Amis téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, et puis je veux dire... Pour tous ceux qui nous suivront sur les réseaux et sur nos chaînes partenaires à venir, nous sommes à Objectif Direct. Papa Bat, on revient à toi. Donc tout à l'heure tu as parlé de Bouaka Pascal, c'était un peu la génération avec Bordeaux. Oui, bien sûr. Sur Bordeaux, pardon. Oui, c'est vrai, Pascal et moi on est de la même génération à Bordeaux. Et puis bien d'autres amis aussi. Voilà. Et avec quel autre encore dans... Ah non, on était deux Ivoiriens, trois. Il y a un monsieur qui s'appelle Simplice Blaï. Je voulais savoir ce qu'il est devenu, mais bon. Et puis Pascal et moi, et puis bon, il y a des Africains, et puis des Français. On n'était pas si nombreux que ça, hein, quand même. Comment pourrait-se chiffrer une production comme Barytoscope? Mais avant même de revenir à la production du Barytoscope, vous avez fait d'autres émissions ouais, la bonne cause. Voilà, justement, c'était des émissions quand même qui ont permis à des Ivoiriens de retrouver le sourire. Oui, de la bonne cause, on parlait de quoi exactement? La bonne cause, c'est une émission d'aide sociale, c'est-à-dire qu'on présentait un cas et on lançait l'appel aux donateurs publics pour que les gens puissent aider la personne en question. Ça nous a permis de faire des opérations à cœur ouvert de certaines personnes, d'installer financièrement d'autres, mais voilà, c'est ça la bonne cause, quoi. Après ça, il y a eu aussi des émissions de rapprochement des Ivoiriens, des aides seules, du côté de la radio. Oui, ça c'est une des émissions que j'aime bien. Ah bon? Ouais. C'est une émission qui s'appelait Contact, l'émission des personnes seules et qui était présentée tous les lundis de 22h à minuit sur Fréquence 2. C'est vraiment une des émissions que j'aime parce que je n'y croyais pas en fait. Quand j'ai déposé le synopsis de l'émission, je me suis dit est-ce qu'on est assez mûr pour que les femmes puissent m'écrire pour demander un mari? Et puis mon patron d'alors qui s'appelle Fernand Didier m'a dit que moi je me crois en France pour faire une telle émission. Je lui ai dit mais on va essayer quoi. Et puis lui-même 3 mois après, il m'a donné un courrier d'une de ses sœurs, sans même me dire, il m'a dit, oui, ma soeur insiste pour que je donne le courrier. Et quand j'ai lu, c'était une demande à mariage, elle cherchait un monsieur à épouser, quoi. Donc, ça nous a permis de faire certains mariages sur Contact. J'aimais bien cette émission. Moi, j'adore la radio. C'est vrai que je suis un homme de télé, mais j'ai fait beaucoup de radio. Même quand j'étais étudiant encore, j'ai animé une radio à Bordeaux qui appartenait au journal Sud-Ouest qui s'appelait Radio 100. Donc, moi j'aime bien faire de la radio
Si j'ai l'occasion, je commencerai par la radio d'abord avant de revenir à la télé encore. J'aime bien. D'accord. On a parlé de Sud-Ouest. Sud-Ouest, justement, le journal qui nous a parrainé à la maison des journalistes, parce que lorsqu'on y était hébergé, on dormait à Sud-Ouest. Ah oui, ok. Sous le contrôle de Pietro, qui est aussi passé à la maison des journalistes de Paris, une grande institution qui reçoit tous les journalistes qui, d'une manière ou d'une autre, sont en difficulté dans leur pays, disons les journalistes exilés. Bon, bref. Nada. Oui. Comment tu vas encore? Je vais toujours bien. La Côte d'Ivoire vient donc de gagner le Cameroun. En slam, on dit quoi? En slam, on dit le meilleur reste à écrire et à slammer. Et donc, le meilleur reste à jouer et à marquer. D'accord. On va revenir tout de suite à toi pour parler de la Coupe d'Afrique de slam et d'autres choses. On a Barthélémy Nabo sur le plateau. C'est vrai que l'emploi du temps est un peu coincé pour lui aujourd'hui. Il est avec son alter ego Fernand Dédé. Qu'est-ce qu'on va dire, papa? Ce que je veux te demander, c'est qu'on est obligé de parler un peu de l'actualité en Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose qui est choquant aujourd'hui pour tous les Ivoiriens, loin du milieu politique, les enfants qui meurent à Abidjan. Tu as même fait une sortie sur ta page Facebook pour essayer une fois encore de recadrer les choses. Oui, en fait, non, moi, ce que je recadrais, c'était qu'on ne floutait pas le visage des présumés innocents qu'on attrapait pour dire que ceux-là étaient des gens qui avaient tué, qu'on avait attrapé avec... Oui, mais le phénomène en lui-même aujourd'hui... Je pense que c'est condamnable, ce phénomène-là. Il faut le condamner. Mais aussi, il faut se poser certaines questions aussi. L'encadrement de nos enfants. Il ne faut pas les laisser aussi se promener dans les rues pour voir. Parce que je pense que moi, j'ai habité au Pougon et les enfants sont trop dans la rue. Et s'ils sont dans la rue, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut les kidnapper pour les tuer, mais aussi ils peuvent dévier. Et moi, j'habitais à Yopougon en pleine rue Princesse, moi. C'est là que j'ai passé une vingtaine d'années. Donc, je connais, je sais ce qui s'est passé dans la rue. Je pense que ce qui se passe avec les enfants aujourd'hui nous interpelle. Il faut qu'on s'occupe un peu plus des enfants, qu'on les laisse pas en pâture pour que demain après on vienne sur les réseaux sociaux pour dire j'ai perdu tel ou tel enfant. Est-ce que les parents même encadrent correctement leurs enfants pour pouvoir les responsabilités exactement, c'est vrai, c'est bien beau de dire on est 25 millions d'habitants, s'ils ont tué 21, s'ils disent que c'est 21 enfants qui ont disparu, je trouve que c'est pas énorme, mais ça fait peur. Mais il faut plutôt un peu plus encadrer nous-mêmes nos enfants pour éviter que demain matin, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour dire... et puis bon, les gens s'amusent un peu à les réseaux sociaux, quoi. Parce que moi, j'ai vu des jeunes filles qui disent, ouais, elles font des selfies pour dire, ouais, j'ai disparu. Et après, elles disent, non, je m'amusais. Attends, c'est pas... Donc, je c'est vrai. D'accord. Dernière question, donc, avant que le doyen ne nous laisse sous le contrôle de Jean-Claude Rona qui nous a rejoint dans cette ambiance du Kikis. Il a malheureusement perdu son match face à la Côte d'Ivoire. Mais bonsoir, cher René, merci d'être là. Et puis, on est content que tu sois avec nous. Voilà. Barthélémy Nabo Zouzoua, homme de communication, homme de télé, donc homme de médias, mais aussi une casquette d'homme d'affaires, de politicien, parce que conseiller municipal à Issia, bref, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire, justement, comment on va dire ça, c'est toute une holding ambulante quand Barthélémy se déplace. Ce que je voulais dire, nous sommes à quelques moments des élections en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas le but de notre émission. Là, je peux donner mon point de vue. D'accord, de toute façon la question on l'englobe, on essaie de la caresser un peu pour qu'elle passe plus. Alors 2015, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et vous êtes où en 2015 dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? En 2015, eh bien je vais faire campagne pour le président Ouattara. Ouais. Non, j'assume. Je vais faire campagne pour le président Alassane Ouattara. Bonne raison. Mais c'est simple, hein. Ça dit que voilà monsieur qu'on nous a présenté comme le diable en personne. Et ça fait 5 ans qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire et le ciel n'est pas tombé sur notre tête quand même. Et ce qui n'est pas tombé sur notre tête, c'est qu'on voit le pont sur lequel moi je circule pour aller chez moi à la maison. Non, d'aucuns disent que c'est un pont payant en plein Abidjan et que c'est l'une des rares capitales à avoir un pont privé, ensuite à péage. Ah oui, d'accord. D'abord, c'est pas un pont privé.
C'est un pont qui est en concession. C'est un système qui existe, qu'on appelle le BOT, c'est-à-dire que vous envoyez votre argent, vous construisez quelque chose, vous devez le gérer, donc le financer, trouver votre gestion, votre argent dans le financement. En plus, c'est pas, quand on dit c'est le seul pont à péage dans la capitale, dans quelle capitale? En Afrique ou bien dans le monde? Si c'est dans le monde, c'est pas vrai. Hein? Quand vous allez dans les Yvelines, mais l'autoroute est à péage. Hein? Moi, j'ai habité à Poissy. Ouais, mais attendez, non. Les Yvelines, c'est Paris. Les Yvelines, c'est pas Paris. Oui, mais c'est Paris. Moi, j'ai habité dans les Yvelines. Et pour aller dans les Yvelines, donc vous prenez un péage, c'est 22 km et ça coûte à peu près 9 €. Donc, ce n'est pas... Non, 9 € français, ça fait à peu près 6 000 francs CFA. Nous, on paye 500 francs. Moi, je vous dis, moi, j'adore les péages. Parce que ça nous permet d'entretenir les routes et le matériel même qu'on a mis. Voilà. Si demain matin, le péage n'existait pas sur le pont HKB, mais vous allez voir, dans 2 mois, il allait y avoir des trous sur ce pont-là. Qui va s'en occuper? Mais est-ce que c'est pas parce que, pour revenir à vous, votre actualité, parce que c'est ça aussi le principe de l'émission, votre actualité et commenter l'actualité. Mais est-ce que c'est pas parce que, d'une manière ou d'une autre, en aparté, Ouattara vous a dit que vous reprenez bientôt à la télé? Il vous a réhabilité pratiquement. Ouais, mais vous savez, hein, en Côte d'Ivoire, quand on n'épouse pas quand on n'est pas trop de gauche, on dit ouais, vous êtes un vendu. C'est ce que moi j'ai lu sur vos postes là, dans vos guéguerres FPIstiques là. C'est ce que vous vous dites. Moi je suis journaliste. Oui, moi je suis journaliste, mais je donne mon point de vue. Je dis qu'en 2015, là, en octobre, eh bien, je vais faire campagne pour le président. C'est pas la même chose que Tibis Kofi dit. Non, mais moi, je ne suis pas Tibis Kofi. Tibis Kofi, c'est un enfoiré. Moi, je mesure mes mots. Hein. Non, mais passez ça sur le... Moi, je ne cherche pas des postes. Moi, je ne cherche pas des postes. Hein. Moi, je ne cherche pas des postes. Ça va au conseil municipal, dit ça? Ah ben ouais, le conseil municipal, je ne suis pas d'accord avec les tournures qu'ils ont prises maintenant. Et je l'ai dit. Oui. Moi, je ne le cache pas. Je dis, on ne peut pas avoir un conseil municipal dans un village où l'ethnie minoritaire n'est même pas dans le conseil municipal. L'ethnie majoritaire? Non, majoritaire, pardon. Voilà. Moi, je suis bêté. Ici, c'est chez moi. C'est chez nous les bêtés. Et puis, on n'est pas dans le conseil. Mais vous êtes membre du conseil municipal ici? Oui, mais on n'est pas dans la municipalité, si vous voulez. Et l'ancien maire qui est décédé, lui, il avait compris, c'était un bon politicien. Ceux qui sont là, c'est des pieds de politiciens. Hein. Mais en même temps, comme je l'ai dit, ça nous sert de leçon. C'est-à-dire que là, au prochain municipal, on va s'unir, on va gagner parce qu'il y avait 2 listes. Moi, j'étais sur une liste et Mme Ginette Roth était sur une autre liste. Ginette Roth était 2e et nous, on était 3e. Si on s'unissait, on battait la liste et qui a gagné les élections. Mais comme chacun voulait être petit roi. Maintenant, on a nos yeux pour plaider, mais ça ne m'empêche pas de le dénoncer. Et en même temps, je le dénonce. Mais eux là, je pense qu'ils sont à côté de la plaque, ceux de la municipalité d'Issa, dans le message du président Alassane Ouattara. Oui, parce que eux seuls là, ils ne peuvent pas les lire. Hein. Ils font du rattrapage ethnique, comme lui-même il a dit quoi. Non. Il fait du rattrapage ethnique, il a dit. Mais en journalisme aussi, c'est ce qu'on appelle le lapsus lingué aussi. Hein. Ça existe en journalisme. Ah d'accord. Ah oui, parce que sinon on se donne... Comme dans la vie de tous les jours. Voilà, sinon on se donne la possibilité de rectifier nos erreurs là. Mais donc il faut concéder aussi à d'autres personnes de rectifier leurs erreurs. Hein. Avec un lapsus lingué, ça existe dans notre métier. D'accord. Dernière casquette de Barthélémy Nabo, il est homme d'affaires, il est aussi éducateur puisqu'il a un lycée et gentleman farmer puisqu'il a, on va dire, planteur et tout. Ouais, j'ai ma plantation de palmier à huile. Ouais. Vous voyez que je peux vivre tranquillement puis ne pas m'engager en politique. Mais je m'engage en politique parce que je pense que nous sommes à la limite d'un changement générationnel des dirigeants ivoiriens. C'est-à-dire le président Ouattara, s'il est élu comme je le souhaite, eh bien ce sera son dernier mandat. Et après on va assister à un changement générationnel des dirigeants politiques. C'est pareil, le président Ouattara, ce sera son dernier mandat jusqu'en 2020. Et après, c'est une autre génération de dirigeants qui va prendre le pouvoir. Donc, moi, je ne vais pas être en marge de ça. Et puis, en plus, bon, franchement... J'ai bien envie de vous demander, avant de boucler, votre point de vue sur ce qui se passe au FPI. D'abord, je ne suis pas militant du FPI. Je n'ai jamais voulu être... Vous n'êtes pas militant du RDR? Ah non, je ne suis pas militant du RDR. Ouais, mais vous soutenez Ouattara, là. Oui, je le soutiens, mais en 2000, je n'ai pas soutenu Bobo. Hein. J'ai soutenu le général Robert Gueye. Oui, c'est clair.
Moi, je le dis, je n'ai pas soutenu. Et en 2010, vous avez soutenu Qui? En 2010? Il y a eu des élections en 2010 encore. Non, j'étais malade, j'étais en France. Ah, d'accord. Voilà. Même si j'étais là, je n'aurais pas soutenu le président Gbagbo. Mais non, parce que quand quelqu'un est mal entouré, là, moi, je ne vais pas loin. Hein. Moi, je ne vais pas loin pour lui dire. Moi, je suis du centre-ouest. Nous, on dit la vérité. Il était très mal entouré. Il était très mal entouré. Il était sous l'emprise de certains petits gourous autour de lui qui ont fait qu'aujourd'hui, là, ils ont les yeux pour pleurer. Moi, je n'ai jamais profité de la refondation. Donc, que vous soyez au pouvoir ou pas, ça ne me dérange pas du tout. Puis je n'ai jamais profité. Au contraire, quand j'étais directeur, quand on a nommé Broua Messa, il dit, bon, toi, il paraît que tu n'es pas FPI, dégage. Puis on m'a dégagé. Et j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré. Pourquoi? C'est comme la dernière fois que tu as fait un poste, tu dis oui, heureux, Broua Messa est venu. Mais il est venu, moi, ça ne me dit rien. Broua Messa, il ne me dit rien, ni aujourd'hui, ni demain. Qu'est-ce qu'il va me dire? Sous le contrôle de Nada, nous sommes en plein objectif direct, la vérité plus de Barthélémy Nabo. Il ne me dit rien du tout. On va. Oui, mais quelqu'un qui n'a pas eu pitié pour dire à quelqu'un qui a été en début de maladie, pour dire on te dégage parce que tu ne m'apportes pas de l'argent. Moi je l'ai dit, mais moi je suis là pour créer un système, je ne suis pas là pour donner l'argent, voler l'argent de la RTI pour donner à quelqu'un. On dit bon, tu ne fais pas notre affaire. D'ailleurs, on me dit que tu n'es pas FPI. Pourquoi vous vous étonnez aujourd'hui là, quand on nomme les gars même, ils n'ont qu'à les nommer. C'est ce que vous ne savez pas là. Montrez-nous ça. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous plaignez? Voilà. Vous ne savez pas ça. Vous vous dites non, il n'est pas FPI, donc on le met à l'écart. Mais vous avez commencé, mais vous êtes à terminer. Pourquoi? C'est ce que vous avez commencé là. Et dans la campagne là, moi j'ai fait la campagne dans le Haut-Sassandra du président Alassane Ouattara. Moi je le fais. Je ne veux même pas aller à jamais. Moi-même j'ai parcouru les hameaux là avec le peu d'argent que j'ai là. Pour leur dire, nous là, c'est ça. Moi dans mon village, moi je suis à l'aise, hein, c'est pas le FPI qui a mis l'électricité dans mon village. C'est le général Robert Gueye. Dans les 12 villages de mon canton. Donc moi je ne vous dois rien. À eux, pas à moi. Oui, à eux, je ne dois rien. Donc quelqu'un ne va pas me dire, oui, il est en train de faire la campagne de Ouattara, il cherche point. Moi, il ne cherche pas point. Hein. Moi, j'ai déjà ma retraite, j'ai pris une retraite, je touche ça. Et puis, si on me nomme, je m'en vais pour travailler parce que j'ai la technicité. Si on ne me nomme pas, je continue mes business. Mais ça ne m'empêchera pas de faire la campagne du président Ouattara. Je le fais. Je le fais moi-même. Barthélémy Inabo Zouzoua, homme de communication ivoirien, homme de médias, il n'a souvent pas la langue dans la poche. Hein. Comprenez, amis téléspectateurs, qu'il a tout dit sur lui-même, sur l'actualité, sur celle de la Côte d'Ivoire. Et puis voilà, merci d'être venu sur le plateau pour nous. Je rappelle que c'est votre première apparition publique depuis pas mal d'années déjà. En fait, je ne parle pas souvent de politique. Mais c'est la première fois que j'ai dit les choses crûment et j'assume. Maintenant, tout ce qu'ils vont dire après sur le net là, oui, il est vendu, mais là, rien. Si vous n'êtes pas vendu là, quand on dégèle vos comptes là, vous dites non, je ne veux pas, régéler mes comptes. Si on vous a accepté qu'on régèle, attends, les gens que nous on a vus à Yopougon danser, Smurf, devenir subitement milliardaire devant nous, sans aller à l'école, sans rien faire, vous aussi. Vous croyez qu'on allait continuer de nous taire comme ça aussi? Non, arrêtez votre cinéma là. Nada. Bon, merci. Ok, Nada. Objectif direct, dernière ligne droite avec Nada. Nada d'ailleurs qui rejoint l'équipe donc d'Objectif direct comme c'est prévu, n'est-ce pas, Nada? Oui, bien sûr, c'est un plaisir de vous rejoindre. D'accord, donc ça veut dire que désormais, à ma place, vous allez diriger le débat. Pas à votre place, avec vous. Je le dis. Alors Nada, vous êtes aussi doctorante. Vous étudiez quoi exactement? Vous avez dit tout à l'heure. Je travaille sur les questions de développement durable, des pratiques ancestrales au Gabon. Et donc, je suis en psychologie environnementale à l'université de Nanterre. Et je prépare ma soutenance et dans quelques mois, voilà. Vous faites quoi? Je fais un doctorat en psychologie environnementale. Et la soutenance est pour dans quelques mois. On sera là pour Objectif direct. On sera là. Ce que je voulais demander, Nada, la Gaboma, comme on l'appelle souvent dans le milieu du slam. Le slam aujourd'hui, est-ce que le slam a un certain essor en Afrique, véritablement, dans les pays africains? Oui, le slam évolue. Et comme je le disais tantôt, on voit aujourd'hui pas mal de festivals qui sont organisés un peu dans les quatre coins du continent, notamment au Niger, au Burkina, au Mali, au Bénin et au Gabon.
en Côte d'Ivoire très prochainement et nous comptons bien entendu sur le soutien de Monsieur Barthélémy Nabo, qui est un homme de culture et de médias. Et je salue par la même occasion mes amis ivoiriens, Bidjo, Zakolili, une très grande artiste d'ailleurs. Et donc oui, le slam est en plein essor et c'est un mouvement à soutenir parce que c'est une initiative en fait de prise de parole. Et comme disait le grand Barthélémy tout à l'heure, à un moment il faut arrêter de se taire et il faut parler. Et je dis souvent parce qu'on n'a pas le courage de se taire. Donc il faut dire les choses, voilà. D'accord. Dernière ligne droite donc de cette émission, la première de l'année 2015, tout en saluant mes amis très tristes de Yaoundé aujourd'hui, Erika Zitam, nos amis Mathieu Youbi, Mbani Lin aussi qui nous envoyait un SMS, un texto de félicitations via les réseaux sociaux. Vous allez nous retrouver bien sûr sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur nos différentes chaînes partenaires qui se bousculent éventuellement pour pouvoir d'une certaine mesure donner des images d'objectifs directs sur le reste du continent. On va revenir à vous. Toute une dernière question avant de boucler cette émission. Quand vous faites le slam, c'est par rapport à un contexte, vos textes sont basés sur du vécu ou bien vous déclamez simplement de la poésie, vous rimez des choses en essayant de, comment on va dire ça, de raccommoder des pans de vie, des pans de situation. Le slam exactement, à part la poésie déclamée, c'est quoi son essence réelle? Comme le rap par exemple et la musique du ghetto. Le slam aussi c'est de la poésie du ghetto. C'est au départ une poésie contestataire, donc qui dénonce un peu les maux qui minent la société. Et on dit souvent que chaque texte dépend d'un contexte. Et donc généralement on écrit par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment l'écriture africaine, par exemple, elle est plus engagée dans la mesure où nous sommes confrontés à des problèmes politiques, des problèmes de société assez durs comme la famine, la démocratie en grive, qui n'est pas en réalité une démocratie, les problèmes de chômage, les problèmes de la dépravation de la jeunesse. Et ici en France, par exemple, le slam est plus poétique, elle retrace un peu des vécus personnels, contrairement au slam africain qui est plutôt engagé et qui essaie d'apporter des solutions, des pensées, et qui essaie d'apporter en fait un plus au partage littéraire, au partage culturel, contrairement au slam français. Et donc oui, on écrit par rapport à un contexte et parce qu'on n'a pas le courage de se taire, quoi. Donc on écrit. Ok, nous allons boucler cette émission, mais juste avant une mise au point, on avait annoncé à grand renfort de publicité la présence de Aïcha Kamoise. Nous, on a été appelés au niveau de la production à 17h pratiquement au sorti d'un entretien pour dire qu'elle n'avait pas la possibilité de se déplacer parce que le véhicule qui devait être mis à sa disposition n'a pas pu être disponible. On a été obligé donc de faire éventuellement, on devait avoir 3 invités sur le plateau. Les 2 principaux sont arrivés puisque avec Aïcha Kamoa, elle est artiste comédienne camerounaise, c'était un peu l'ambiance du match. Les principaux sont arrivés, on a fait une très belle émission. Donc comme vous le constaterez, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, on a fait une très belle émission avec Barthélémy Nabo, avec Nada qui nous accompagnera désormais dans cette aventure en espérant que nous aurons un peu plus de moyens pour faire venir un peu plus d'invités prestigieux. Bonsoir à Abidjan, bonsoir à Yaoundé, bonsoir à Conakry, bonsoir à Libreville, bonsoir à Bamako, bonsoir. On va pas citer 2 villes gabonaises quand même. Si pour j'en dis c'est chez moi quand même. Bonsoir au Kikis. Nous étions en direct du Kikis qui nous a si bien reçus. Nyamankou, Polo, Plakali, et comment on va dire ça encore, Foufou, tout et tout. Merci à Kikis d'être venu à Loco. C'est au 9 de la rue Dampierre. Vous pouvez faire un tour et vous serez toujours très bien reçus. Pietro est à la caméra. Ce l'homme a tout fait de cette émission. Bonsoir à tous et on se retrouve pour le 2 de la saison 2 dans quelques jours. Ciao, ciao. Au revoir.